Alors, sur cette histoire du statut, je profite que nous ayons M. Thomas Andrieux, directeur des affaires civiles du SSO, pour poser une question très ouverte, et j'espère que la réponse sera aussi claire, je l'espère en tout cas, que ma question. Y a-t-il un statut prévu pour l'UMJPM? Est-ce que le ministère de la Justice entend ou pas dire oui, MJPM, je vous reconnais comme auxiliaire de justice? Ou non, vous ne serez pas auxiliaire de justice, mais c'est plutôt le ministère des Affaires sociaux? Point d'interrogation, je jette la question, nous récupérons la réponse. Que les portes soient fermées, s'il vous plaît. J'avais annoncé jusqu'à 10h, on vous garde jusqu'à 10h. Donc ces éléments sont quand même assez positifs. Il ne faut pas les nier. Il ne faut pas non plus nier le boulot que vous avez porté depuis 10 ans. Parce que si aujourd'hui on en est là, avec l'application de la loi 2007, c'est parce que dans 10 ans, les professionnels que vous êtes, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans les structures, que ce soit les conseils d'administration avec les administrateurs, eh bien, ça a été porté et impulsé. On a vécu un Big Bang dans notre secteur en 2007. Et ça fait 10 ans qu'on l'applique. Aujourd'hui, un nouveau rapport, une nouvelle étape, une nouvelle garantie des droits. Espérons que les moyens financiers soient associés à toutes ces considérations. Nous verrons bien, je n'ai pas de boule de cristal et au regard des contraintes des finances publiques, je peux être inquiet, mais j'ai confiance à ce qui se construit doucement. On a appris dans ce secteur à aller doucement mais sûrement. Je crois qu'on est aussi tous réunis, c'est-à-dire toutes les fédérations, tous les acteurs de terrain, derrière ce rapport pour essayer qu'il puisse avancer et espérons que sa mise en œuvre par des moyens financiers qui seront nécessaires et des moyens organisationnels, puisque tout ne se résume pas non plus sur le financier, puisse nous permettre d'avancer. C'était donc ma première partie sur l'actualité que je voulais vous présenter, mais maintenant je sens que vous trépignez d'impatience de parler directement sur la thématique de notre colloque. Alors aujourd'hui notre colloque porte sur la cartographie des risques, le contrôle interne. Mais quelle mouche nous a donc piqué? Pourquoi parler de contrôle interne? Après tout, ce terme est très usité, très utilisé dans le secteur marchand. Nous sommes dans le secteur associatif, même s'il y a un impact libéral pour nos collègues qui exercent à titre individuel, on pourrait se poser la question de pourquoi avoir une telle thématique. D'abord, petite précision, la FNAT a toujours été contributive. Nous avons fait, je vous rappelle, notre référentiel Olive sur l'évaluation interne, référentiel du secteur, et on sait qu'il a largement transcendé notre réseau. Donc on a déjà cette culture de présenter des outils. Nous avons ensuite mis en œuvre, rédigé un ouvrage sur l'éthique du MJPM, un ouvrage qui a été fait par vous. C'est quand même important, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé d'en haut. Je vous rappelle que pendant plus de 3 ans, il y a eu des formations dans tous les services où on a capitalisé les cas, on a capitalisé les situations, et un ouvrage a été rendu en ce sens. Eh bien aujourd'hui, c'est l'étape d'après. Rappelez-vous ce que j'ai dit en propos introductif, nous sommes des bâtisseurs de notre profession. Nous devons avoir ce professionnalisme. Nous le devons à vous, nous le devons aux personnes protégées, et nous le devons aussi à la société, parce que c'est la société qui nous finance, et c'est la société qui accepte qu'il y ait des mesures d'incapacité. Donc aujourd'hui, le contrôle interne, pourquoi? La première des réponses que l'on pourrait faire assez rapide, elle est toute simple. En matière de vulnérabilité, lorsque l'on touche à l'argent, il n'y aura jamais assez de contrôle. Jamais. Donc on doit apporter des outils en ce sens. Une autre réponse, mais je l'ai déjà évoquée, nous sommes réalisateurs sur le terrain d'une mission de service public sur la protection, avec un financement public. Nous devons être exemplaires. Nous devons être transparents. Enfin, il faut bâtir des outils. Il faut sécuriser nos process. Il faut sécuriser les personnes protégées pour capitaliser la confiance qui nous est donnée. Aujourd'hui, on est sur un pari quand on est nommé. Lorsque le juge des tutelles confie une mesure de protection, eh bien c'est un pari. Il ne sait pas si ça va marcher ou pas. Il a constaté l'altération, il a constaté le besoin, il se dit « je vais mettre tel opérateur ». Eh bien il faut qu'on gagne ce pari et que l'on arrive à davantage présenter nos procédures pour qu'elles puissent rassurer. Donc voilà les items, les premières réponses que l'on peut dire pourquoi est-ce qu'on va sur le contrôle interne. Et puis il y a eu des rapports, vous savez, on s'intéresse à notre secteur que parce qu'il ne va pas. On jette la pierre à ce secteur par le côté événementiel, et vous le savez tous. Mais ce secteur, il travaille, il fonctionne, il se construit. N'ayons pas peur de cette organisation sur le contrôle interne, sur le référentiel qui en découlera. Il ne s'agit pas d'alourdir davantage ce que font les services, de mettre une couche supplémentaire bureaucratique. Non, il s'agit de définir des outils, de donner du sens, d'avoir cette culture du contrôle, mais adaptée à des structures qui sont petites, moyennes ou plus importantes, peu importe, parce que nous le devons aux personnes protégées que nous suivons et nous le devons aux autorités qui nous financent. Donc vous l'avez compris, et je ne vais pas tarder de conclure, que la thématique qui sera abordée aujourd'hui sera sur ces points, sur le contrôle interne, et nous avons essayé de trouver les personnes les plus adéquates pour les évoquer. Vous aurez d'abord le cabinet EQR Mazars,
qui viendra nous présenter et nous rendre un peu plus lisible, audible, ce que peut être la transcription dans notre propre secteur de tous ces outils. On parle d'audit, qu'est-ce que veut dire un audit, contrôle interne, qu'est-ce que ça veut dire, process, comment arriver à le traduire dans notre secteur, comment ça a été vécu déjà dans le secteur marchand et comment l'impliquer dans notre secteur. Donc on laissera une grande partie de présentation sur ce point-là. Nous aurons aussi la Cour des comptes. Oui, la Cour des comptes va venir nous présenter une partie de son rapport, mais ça ne sera pas l'essentiel de son intervention, c'est la doctrine de la Cour des comptes dans son objectif de contrôle. Quand on lit un rapport de la Cour des comptes, on se dit « Oh là là, mais rien ne va, rien ne va ». C'est un peu la mission de ces contrôles, de cette juridiction, j'allais dire, de présenter les choses. Aujourd'hui, nous aurons un conseiller maître des requêtes qui va venir nous expliquer un peu la doctrine du contrôle, et ça sera l'occasion d'échanger, puisque n'oubliez pas que la Cour des comptes est aujourd'hui juridiquement compétente pour venir vérifier nos fonctionnements. Nous aurons aussi l'intervention des ministères des Affaires sociaux. Il y a un groupe de travail national sur la gestion des risques, sur la cartographie des risques, qui a énormément travaillé pour essayer de définir un référentiel de contrôle et d'inspection. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une inspection? Qu'est-ce qu'on va regarder derrière? Quels sont ces outils? Eh bien, il est important aussi d'échanger là. Il était important aussi d'avoir la parole des autorités de contrôle qui exercent aujourd'hui. Il ne s'agit pas ensuite de présenter tout ce qu'il y a sur le contrôle, il s'agit aussi de savoir quels sont les droits des services contrôlés, à la fois sur un point de vue juridique, tout ce qui peut se préparer en amont, en préparation, en préventif, et puis à la fois judiciaire. Parce qu'on est organisé, les contrôles sont organisés avec un code, donc il faut voir quel est ce fonctionnement-là, et quels sont les droits aussi des services qui sont visités, inspectés, ou les personnes à exercice à titre libéral. Donc nous aurons un avocat, Maître Mauloud, qui est spécialiste du secteur, donc je crois que c'est aussi important d'avoir des avocats qui se spécialisent dans notre secteur, qui viendra donc nous présenter un petit peu sa vision sur les contrôles. Bien entendu, une table ronde sera organisée, et Anne Caron d'Église animera cette table ronde. Préalablement, il y aura une présentation aussi du rapport qui aura été faite, et bien entendu aussi, et c'est aussi la présence de M. Thomas Andrieux parmi nous, que je salue, que je remercie, M. Andrieux, d'être présent ici à notre colloque, auprès de nos secteurs, aussi des professionnels, qui est aussi la traduction de l'intention et de la volonté de la garde des Sceaux concernant notre service. Que vous puissiez présenter, de votre point de vue, comment est-ce que maintenant le ministère de la Justice va pouvoir mettre en œuvre les mesures du rapport, et nous échanger un peu sur ce point. Voilà à peu près la thématique de la journée. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous remercie de saluer chaleureusement M. Andrieux qui va nous présenter le point de vue de la chancellerie. Merci à tous.